Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 13 février à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est rendu en République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour présider la délégation algérienne devant prendre part au 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. 65e anniversaire des premières explosions nucléaires françaises en Algérie, un crime contre l'humanité aux conséquences graves. La responsabilité légale et morale de la France établie est soulignée à l'occasion. Les détails tout à l'heure. La droite française et son extrême continuent de se ridiculiser. Dans leur acharnement contre l'Algérie, le ministre français de l'Intérieur était à l'origine de la loi qui lui a valu un camouflet de la part de la justice française. Explication dans ce journal. La trêve à Gaza entamée par un blocage autour du prochain échange de prisonniers alors que l'occupant sioniste menace de lancer une nouvelle guerre dans l'enclave pour réaliser le projet de Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens. Du sport également ce midi avec le Tour d'Algérie de cyclisme. La 5e étape ce jeudi entre Biskra et Boussaada sur une distance de 171 km s'annonce décisive. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est rendu aujourd'hui à Addis Abeba, en République fédérale et démocratique d'Éthiopie, pour présider la délégation algérienne devant prendre part aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le président de la République a été salué à son départ par le directeur de cabinet à la présidence de la République, Khalem Boualem, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chingueliha et le premier ministre Nadel Arbaoui. Toujours à Addis Abeba, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, poursuit sa participation aux travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Lors de son allocution, le ministre a souligné que la conjoncture critique et périlleuse que traverse le système des relations internationales contraint les pays africains à accélérer la mise en place de mécanismes susceptibles de préserver leurs intérêts ou leurs intérêts communs. Il a appelé à saisir l'opportunité de la tenue du sommet africain prévu le 15 et 16 février pour renouveler l'édification institutionnelle de l'organisation continentale et renforcer sa composante humaine à l'effet plutôt de défendre les priorités du continent africain face aux menaces extérieures. Commémoration ce jeudi du 65e anniversaire des premières explosions nucléaires françaises dans la région d'Orgen, des crimes contre l'humanité commis avec préméditation et qui ne tombent pas sous le coup de la
prescription. Les commémorations officielles se tiennent à Adrar, présidées par le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Erbiga. Et une journée d'études est également organisée ce jeudi au Centre international des conférences par le président de l'Assemblée populaire nationale en présence de membres du gouvernement. La responsabilité légale mais aussi morale de la France vis-à-vis des victimes directes et indirectes de ces explosions a été pointée du doigt par les experts et participants à cet événement. Et pour en savoir plus, on retrouve sans tarder Amel Bouarba en direct du Centre international des conférences. Amel, bonjour. L'aspect criminel de ces explosions est bien établi. La responsabilité de la France également, Amel, ce matin. Oui, Sabrina, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, un panel de parlementaires, d'experts, de juristes et d'historiens prennent part à cette journée sur les effets dévastateurs des explosions nucléaires menées par la France coloniale dans le Sahara algérien. À cette occasion, les participants se penchent sur l'élaboration d'une loi criminalisant les crimes coloniaux dans les explosions nucléaires qui ont des conséquences indélébiles afin d'amener la France à reconnaître ces crimes, de quoi aboutir à une décontamination et des réparations. L'un des enjeux essentiels, Sabrina, de cette journée est donc d'informer l'opinion publique internationale sur les crimes contre l'humanité commis par la France, des crimes qu'elle refuse aujourd'hui encore de reconnaître. Voilà ce qu'il avait à dire, Sabrina, concernant cette journée d'études. Donc c'était Amel Bouarba pour des précisions, je rappelle, qui était en direct du Centre international de conférences où se tient une journée d'études sur les explosions nucléaires françaises en Algérie. Gerboise bleue, le nom de code de la première explosion nucléaire française dans le Sahara algérien. 65 ans après, ces stigmates demeurent dans la région de Rgen à Adrar et toutes les zones alentours touchées. Elles sont devenues zone interdite en raison de la présence de rayons radioactifs et au vu de la grande puissance des déflagrations. Yasmine Massoudi. Le 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire à Rgen, dans le Sahara algérien, Gerboise bleue. Sa puissance, estimée entre 60 et 70 000 tonnes d'explosifs, équivalait à presque 5 fois celle larguée sur Hiroshima. Cet essai a causé des conséquences humaines et environnementales sans précédent. El-Hadj Zawi, habitant de la région, revient sur cet événement tragique. Je me souviens de ces explosions comme si c'était hier. J'avais entre 11 et 12 ans, lorsque l'on nous a demandé de nous bander les yeux dès 6 heures du matin. Puis, il y a eu cette explosion, un bruit assourdissant suivi d'une lumière bleue aveuglante. L'onde de choc de l'explosion a été ressentie jusqu'à Béchar Ibn Abbas. Le 13 février 1960, la France a procédé à son premier essai nucléaire dans la région de Rgen, au sud de l'Algérie. Cet essai, d'une puissance de 237 km, équivaut à 5 fois les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Par la suite, 35 essais supplémentaires ont été réalisés dans la région de Hamoudia, laissant des traces profondes sur l'environnement et les populations locales. L'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans, est franchement scandaleux. Durant des années, le Grand Sud algérien a été utilisé comme champ d'expérimentation et les populations locales comme de véritables cobayes. Les conséquences désastreuses des radiations sont visibles jusqu'à aujourd'hui.
Dans cette région, les chiffres concernant les leucémies et les sarcomes musculaires sont particulièrement élevés. Cela fait 3 ans que l'on m'a diagnostiqué un cancer et je souffre de douleurs généralisées. Cela résulte des conséquences de ce que nous avons subi dans la région. Les essais nucléaires réalisés à Hamoudia, dans la commune d'Ergen, font partie des nombreuses atrocités subies par le peuple algérien durant la période coloniale. Cette époque a été marquée par l'utilisation de méthodes de destruction massive, laissant des séquelles qui risquent d'affecter les générations futures. La droite française et son extrême continuent de se ridiculiser dans leur acharnement contre l'Algérie. Ironie du sort, le ministre français de l'Intérieur était à l'origine de la loi qui lui a valu un camouflet de la part de la justice française. C'était au sujet de l'affaire du ressortissant algérien qu'il voulait faire injustement expulser. Mariam Damis nous explique. C'est un grand moment de solitude pour le ministre de l'Intérieur français sur le plateau d'une radio française. Bruno Retailleau a été sèchement recadré et en direct par un magistrat français du tribunal administratif de Melun, qui lui a rappelé que la décision de l'annulation de l'OQTF de l'influenceur algérien est parfaitement fondée. Bien plus encore, il lui a précisé qu'il en était lui-même à l'origine. Cette décision découlant directement d'une loi adoptée par son propre groupe en janvier 2024. Je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien M. Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. C'est la loi qui le dit. C'est pas le magistrat qui l'a décidé tout seul dans son coin. Voilà. Merci. Cette loi, je rappelle juste à Monsieur le ministre que cette loi, elle a été votée avec un peu de malice quand même. Cette loi, elle a été votée en janvier 2024. Cet article, le L 432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il ne fallait pas la voter. Mais maintenant, la loi, elle est dans l'ordonnancement juridique. Le magistrat ne fait que l'appliquer. Le magistrat a tiré la sonnette d'alarme face aux menaces qui visent le tribunal administratif de Melun depuis sa décision sur l'affaire de l'influenceur algérien. Il dénonce un véritable déchaînement de haine sur les réseaux sociaux où des appels explicites à la violence se multiplient. Une situation alarmante alors que la justice, rappelle-t-il, n'a fait qu'appliquer la loi. Que depuis maintenant 3-4 jours au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement, qui encore une fois n'est que l'application de la loi, strictement de la loi. Cette mise au point a dévoilé une flagrante contradiction et entache la crédibilité du ministre de l'Intérieur français sur sa cohérence politique. Dans l'actualité également, cette nouvelle tentative de manipulation du Marzen à travers un mensonge aussi incroyable que pitoyable, des affabulations au sujet de présumés soldats algériens et sahraouis ayant combattu aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Une pure invention qui fait partie d'une longue série d'autres visant l'Algérie. Mariam Danis. Autant de douleurs que de cris. Ce proverbe arabe correspond entièrement à l'état d'esprit du voisin de l'Ouest qui n'a pu dissimuler son immense peine suite à la visite effectuée récemment en Syrie par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Une douleur profonde, fidèlement exprimée par les cris lancés par les turiféraires, engagés par le royaume sur les médias sociaux et sur leurs différents sites d'information, ou plutôt de propagande. Débitant des calomnies et des assertions cousues de fil blanc et les diffusant à très grande échelle dans une incarnation édifiante de la théorie du Big Lie. Mais le royaume du Maroc est devenu la victime de ses propres mensonges et a fini par croire à ses propres élucubrations. Il y a quelques semaines encore,
Ces mêmes affabulateurs insinuaient que des soldats de l'armée algérienne et du Front Polisario combattaient aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ils évoquent une imaginaire demande de libération de ces soldats qui auraient été introduites par le ministre d'État Ahmed Attaf lors de sa rencontre avec le président syrien Ahmed Shara, et que ce dernier aurait rejeté. De pure invention dont le seul objectif est le dénigrement de l'Algérie. Et apparemment, tout est permis pour y parvenir. La rencontre entre le ministre Ahmed Attaf et le président syrien a été exceptionnelle à tout point de vue. Très loin des mensonges véhiculés et répétés à satiété par le Maroc. L'entretien, tel que cela a été révélé par les chefs de la diplomatie des deux pays frères, a porté avant tout sur la réaffirmation de la solidarité de l'Algérie et de son soutien à la Syrie dans cette phase cruciale de son histoire. Au moment même où elle œuvre inlassablement à rassembler tout son peuple autour d'un projet national unificateur et inclusif qui permettra de reconstruire ses institutions nationales et répondre à ses aspirations à la paix, à la sécurité, au développement et à la prospérité. Il s'agit là, ni plus ni moins, d'une nouvelle tentative malheureuse et désespérée qui ne se mesure in fine qu'à l'indigence et au désespoir de ceux qui s'agacent de voir se dissiper toute ambiguïté et doute sur la profondeur des relations algéro-syriennes. Cela même devenu craintif de toute action diplomatique algérienne, s'imaginant être la plus grande préoccupation et la finalité suprême de l'Algérie. À eux, la réponse est claire. Les chiens aboient et la caravane avance. Et la propagande que mène le lobby marocain contre l'Algérie est également propagée via ses journalistes et ses soutiens au sein de l'extrême droite française. Le cas par exemple de la Marocaine Souada Tayeb, directrice de la chaîne Monte Carlo Doualiya. Amel Bar. Décidément, le lobby marocain continue de jouer un rôle des plus funestes, en s'acharnant contre l'Algérie et en débitant toutes sortes de calomnies et de mensonges pour dénigrer notre pays. Le Marzen dépense des sommes colossales pour porter atteinte à l'Algérie, faisant appel à de pseudo-journalistes pour mener une campagne de propagande. C'est le cas de la Marocaine Souada Tayeb, directrice de la chaîne Monte Carlo Doualiya, qui a diffusé de fausses informations sur l'Algérie. La directrice de cette radio participe à une stratégie de désinformation bien rodée visant à manipuler l'opinion publique et à servir les intérêts du régime marocain. Ce n'est pas la première fois que le lobby marocain déverse sa haine sur l'Algérie. Son compatriote Rachid Mbarki l'avait fait bien avant elle. Il avait d'ailleurs été écarté d'une chaîne de télévision française après avoir relayé des contenus téléguidés par des réseaux d'influence pro-Marzen. Il faut dire que la pression et les scandales du lobby marocain sont désormais un secret de polichinelle. Il a été d'ailleurs épinglé à plusieurs reprises pour avoir soudoyé plusieurs personnalités eurodéputés et des institutions, à l'exemple du Parlement européen, pour servir ses intérêts. Des manœuvres perfides qui témoignent aussi de l'influence grandissante de ce lobby qui gagne du terrain en France, soutenu par des personnalités de l'extrême droite qui ont toujours été en faveur de la monarchie marocaine et qui mènent depuis des années une campagne anti-Algérie des plus féroces. Moi, je pense effectivement qu'il y a une fraction dans la société française qui a toujours été en faveur de la monarchie marocaine, depuis toujours, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, qui a toujours manifesté ce penchant sur la question du Sahara en particulier. Donc oui, il y a eu, je pense, des pressions. Je pense qu'il y a des groupes qui existent, qui fonctionnent, qui sont très influents à l'intérieur de la société française à travers des chaînes de télévision, des médias qui sont très puissants en France aujourd'hui, beaucoup plus qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure de la nouvelle puissance médiatique d'une droite dure, d'une droite extrême dans la société française dont on n'a pas suffisamment pris l'importance, le poids à travers, disons, différents organes. Et ben, ça a fini par peser, effectivement, je crois, malheureusement, sur la vie interne, sur la vie politique française. C'est bien de l'extrême droite française que sont issus les plus fervents soutiens du Maroc. Une alliance qui apparaît contre nature au regard de la fermeté prônée par cette même extrême droite en matière de politique migratoire et d'idéologie raciste
cachant sans doute des enjeux encore plus lourds, servant les intérêts du lobby pro-sioniste. En Palestine, l'occupant sioniste menace de lancer une nouvelle guerre dans la bande de Gaza qui permettrait la réalisation du projet de Donald Trump visant à vider le territoire palestinien de ses habitants. Et appelant à des marches contre le déplacement des Palestiniens, le mouvement de résistance palestinien Hamas dit être prêt à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de trêve à condition que l'entité sioniste honore aussi ses obligations. Le cessez-le-feu est menacé par un blocage autour du prochain échange de prisonniers. Et ce matin, des tirs et des bombardements ont été enregistrés dans l'enclave selon certains médias. Retour dans le pays et vers un renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, une volonté qui se traduit par la visite officielle d'une délégation oumanaise en Algérie. Au programme, exploration des opportunités d'investissement et valorisation des avancées algériennes dans des secteurs clés tels que l'industrie pharmaceutique et l'agriculture. Mariam Zouish, Amira Sefta. Dans la perspective de diversifier les partenariats entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, des opérateurs économiques omanais ont visité plusieurs firmes algériennes dans l'espoir de lancer de nombreux projets d'investissement dans différents domaines. La délégation omanaise s'est ainsi rendue à l'usine de production pharmaceutique du groupe Saïdal. Elle a par la suite visité une entreprise spécialisée dans la production de plants d'arbres où elle a salué l'expérience pionnière de l'Algérie dans la consécration de la sécurité alimentaire. C'est un centre et une station remarquables qui présentent une grande diversité, notamment en ce qui concerne les cultures d'amandiers et d'oliviers. Il s'agit de productions stratégiques essentielles dont de nombreux pays dans le monde ont besoin. Ce que nous avons vu est véritablement source de fierté. Nous avons de grandes attentes quant à la coopération entre les deux pays frères dans le domaine des industries pharmaceutiques, qu'il s'agisse de l'importation, de la fabrication ou encore de la collaboration scientifique. Nous sommes fiers de ces résultats. Cette initiative vise à renforcer la coopération bilatérale en mettant en lumière les capacités et les opportunités d'investissement en Algérie, dans un climat propice et attractif. Sport avec la 5e étape ce jeudi du Tour d'Algérie de cyclisme entre Biskra et Boussaada. Elle se tient sur une distance de 171,2 km et s'annonce décisive avec un parcours vallonné susceptible de rabattre les cartes au classement général. Il s'agit notamment du col de première catégorie de Wetzlimen, situé à 90 km de l'arrivée dans l'oasis de Boussaada. Retour à présent sur la 4e étape du Tour d'Algérie de cyclisme. Ce dernier a mené hier les 81 coureurs de Batna vers Biskra sur une distance de 156 km 300. Les détails par Sid Ahmed Bouaï. J'étais pas sûr de moi pour gagner aujourd'hui, j'étais très malade, très fatigué toute la journée. Ils m'ont encouragé jusqu'à la dernière minute, alors je ne peux pas le décevoir et j'ai fait tout mon possible pour gagner aujourd'hui. Merci. En plus de la victoire, Hamza Yassine garde le maillot jaune et le maillot vert. C'était donc le compte-rendu de notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb sur le Tour d'Algérie de cyclisme. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.